En fait, je vais me faire presque une double étiquette, hein. Ouais, entre donc le syndicat Orbe-Libron, qui s'appelle maintenant Établissement public territorial de bassin, et puis une appellation, hein, Faugère, avec lequel on a travaillé et qui va être l'objet de la présentation. Bah, avant tout, oui, effectivement, on se délocalise, hein, donc pas Bordeaux, pas Gironde, pas Nouvelle-Aquitaine, voilà, j'en étais encore aux anciennes régions, donc Languedoc-Roussillon, mais aussi Occitanie, donc on est juste voisins. Donc je vous emmène, hein, dans le département de l'Hérault, tout l'ouest avec le Biterrois. Alors ce qui est particulier, c'est que je ne suis pas du tout dans une structure agricole, je ne suis pas du tout dans une structure bio, je suis dans ce qu'on appelle un syndicat de rivière. Et notre métier, c'est plusieurs choses. En fait, c'est toute la politique publique liée à l'eau. Alors, en plus, je vous emmène en Languedoc, mais en plus, je vous emmène dans l'eau. Et notre métier, c'est de travailler sur tout ce qui est risque inondation. Donc, on est à la fois technicien de rivière. On travaille aussi sur tout ce qui est gestion de la ressource en eau, l'aspect qualitatif et quantitatif, surtout les commissions sécheresse. Si d'ailleurs, on est en plein dedans en ce moment, puisque c'est une grosse sécheresse chez nous. Et puis, on a une mission qu'on a développée depuis 2007, sur laquelle je travaille, c'est toute l'amélioration de la qualité de l'eau par rapport aux pesticides. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ne savait pas du tout comment aborder cette thématique-là, depuis 2005-2006. Et ils nous ont dit il faudrait qu'il y en ait qui démarrent. Et c'est tombé un peu volontairement sur nous. On était assez partants. Donc nous, hein, c'est quand même 1800 km² de bassin versant, c'est 95 communes. C'est assez rural, 180 000 habitants, dont un peu plus de 80 000 à Béziers. Donc vous voyez que le reste, voilà, on a de la place, quoi. Et puis la particularité, c'est qu'en travaillant sur cette démarche de qualité de l'eau par rapport aux pesticides, on a pu être opérateur d'un programme agri-environnemental et climatique qui était porté par la région Languedoc-Roussillon et ensuite Occitanie, donc qui s'appelle bien Orbe-Libron. Et on l'a porté ça sur 48 communes, dont ça nous fait 33 000 hectares de SAU, un peu plus de 2000 exploitations agricoles, en sachant que c'est à 97% viticulture. On a très peu d'autres cultures. Et comment on a abordé cette thématique en 2007 ? En fait, on était sur des problématiques, alors nous, purement les gens de l'eau, hein, et vous allez voir que je vais faire le lien avec le vin et le bio après, mais donc nous, c'est des captages d'eau potable, hein, classés Grenelle de l'environnement, classés prioritaires pesticides, avec des secteurs d'intervention qui sont prioritaires, de la vigne. Et puis notre métier, ça a été sur ce territoire de travailler en concertation avec les opérateurs économiques viticoles, avec la profession agricole, chambres, etc., et d'essayer de mener à bien des programmes Nous, l'objectif, c'était de reconquérir la qualité de l'eau par rapport aux pesticides. Il y avait des choses dans les cours d'eau et dans les rivières. Je vous ai juste épargné les graphiques parce que vous auriez pu prendre peur, mais on avait vraiment des choses pas jolies. Et donc, la particularité de ce territoire, c'est que quand on a commencé à recouper l'ensemble des opérateurs économiques et l'ensemble de ceux avec qui on allait travailler, il y en a un qui ressortait à chaque fois, hein, c'était l'appellation Faugère, et qui, pour nous, regroupe plusieurs enjeux. Donc, c'est 3 secteurs prioritaires pesticides, captage. Donc, ça veut dire que les pratiques viticoles sur cette appellation impactaient directement les cours d'eau et les captages d'eau potable situés à l'aval. Et puis, c'est aussi 3 sous-bassins versants, vous les avez en orange, vert et violet, où là, on trouvait jusqu'à 35-40 pesticides différents à l'intérieur. Donc des fois, des teneurs, on était à plus de 7 microgrammes de glyphosate à l'intérieur, en sachant que si on parle juste de potabilité, c'est 0,1. Donc vous voyez, la marge, c'était énorme. Donc on a commencé à travailler avec ce territoire. Dès 2007, quand nous, on s'est amusé de notre côté de la petite bouteille d'eau, là, à délimiter nos aires d'alimentation de captage. D'où vient l'eau qu'on boit ? Donc sur les 3. Et puis, vous voyez, nous, on était sur une démarche purement eau potable. Et puis en 2007, comme on avait ces agriculteurs regroupés au sein d'une appellation et puis qui s'impliquaient en plus pleinement dans la démarche dès le début, à l'époque, ils s'appelaient Faugère Nature Schiste, dû au terroir, c'est un 100% sûr du schiste. Donc ils avaient pris cette appellation-là. On a commencé à faire des premiers contacts entre le monde de l'eau et le monde du vin.
On a commencé à mélanger ça. Et puis on s'est dit, bah, il faut qu'on travaille ensemble. Et eux, ils ont eu un engagement fort dans leur cahier des charges, puisque dès 2011, mais je crois que je l'ai mis après, ils ont décidé d'interdire le désherbage en plein sur leur territoire et l'enherbement obligatoire des tournières. C'était les premières mesures qu'ils ont mises en place en disant il faut qu'on aille là-dedans, vers ces démarches-là. Et puis, vous voyez, si on fait la diagonale, on a développé un panel d'action avec eux sur... On parlait tout à l'heure du HVE pour aller vers le bio. Nous, on est passé par les mesures agri-environnementales et climatiques, des aides à la parcelle, sur la réduction des herbicides, parce que notre priorité chez nous, ce sont les herbicides. À 98%, c'est ce qu'on trouve dans nos captages. Et en fait, vous allez voir que ça a incité certains viticulteurs à améliorer les pratiques, à faire du HVE ou pas derrière, et même à passer au bio. Ça a vraiment été un déroulé de mesures et d'accompagnement. On parle quand même de 13 ans, hein, donc il y a un peu de temps passé sur le territoire, mais on a développé d'autres actions qui étaient demandées, hein, des aires agricoles de lavage et de remplissage collectives. À quoi ça sert de faire des efforts à la parcelle si votre pulvérisateur, quand il rentre, il se lave dans la rue, dans le pluvial et dans le ruisseau? C'est-à-dire qu'on récupère tout derrière. Hein. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a aidé sur les investissements matériels dans les exploitations. On parlait ça tout à l'heure sur le passage au bio, ça nécessite parfois des investissements, mais même sur les autres pratiques. Plein de formations et puis plein d'aides, d'aide, ou au moins d'accompagnement à la conversion bio. Et donc Fougères, qui a voulu valoriser ses engagements et qui travaille dessus actuellement, a décidé de changer de com, tout simplement. Hein. Donc on est passé de nature schiste, où franchement, pour quelqu'un qui allait acheter une bouteille dans un GD ou chez un caviste, nature schiste, du vin sur du schiste, ça donne quoi? Et donc du coup, ils ont déroulé une autre stratégie et ils ont fait grand vin de nature, avec une propre charte, qui n'est pas les grands vins nature, et ils commencent à communiquer dessus depuis 2 ans. Et donc nous, l'avantage, c'est qu'on a été énormément soutenus financièrement dans toutes ces actions par l'Agence de l'eau. Faut pas rêver. Si on n'avait pas eu une bille, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. C'est clair. C'est-à-dire que l'Agence de l'eau, en 2007, je ne vais pas vous dire qu'elle a posé le chéquier et puis elle a dit faites ce que vous voulez, mais elle a dit il faut qu'on essaye quelque part. Nous, on avait pas mal en avance sur d'autres thématiques comme la gestion de ressources en eau dans l'arc méditerranéen. On avait pas mal travaillé là-dessus. Et donc, du coup, on a signé une convention avec l'Agence de l'eau, qui est une convention bio et qui était vers une valorisation économique de la démarche environnementale. Là, c'est purement pour la profession agricole et viticole sur ce territoire. Après, nous, ce qu'on a quand même dit à nos communes, c'est que c'est sympa de demander aux agriculteurs de faire des efforts, mais si les communes, vous en faites pas, ça sert à rien. Et quand je parle de faire des efforts, je parlais que dans les années 2010, j'ai des communes qui me passaient quasiment 120 litres de glyphosate par an dans les rues, les fossés. Alors on ne parle pas de biodiversité, rien, parce que mon Dieu, il y en avait partout. Mais donc du coup, on les a engagés dans des démarches objectifs zéro phyto, avec une labellisation qui peut aller jusqu'à Tersen. Donc Tersen, c'est un label national, mais sinon c'est porté à l'échelle de la région maintenant Occitanie. Donc on leur a dit, on demandera à la profession d'être vertueuse quand nos collectivités se seront vertueuses. Le département de l'Hérault a totalement arrêté ses produits phyto depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Tout le monde s'est engagé là-dedans. On a travaillé aussi donc, sur des démonstrations et sur des aides alors prioritaires à la parcelle et sur le matériel. Le mot prioritaire est important. Hein. Ça veut dire que quand vous faites de l'animation agricole, que vous allez voir un viticulteur qui a besoin d'un intercept, parce qu'on avait le soutien de l'Agence de l'eau, on était certain qu'il avait 60% de subvention. C'est pas une paille, hein, parce que ça veut dire qu'en face, vous n'arrivez pas simplement en disant « je te promets… non, c'est on a l'enveloppe, on a le budget, tu vas avoir 60% d'aide sur ton matériel. Ça fait… Enfin, l'économie qui est important, hein, ça fait quand même du bien. Puis après, bon, vous voyez, je vous ai mis une photo d'aire de lavage collectif, parce qu'il y en a maintenant 16 sur notre territoire, dont 5 sur le territoire de Fougères, où 100%, non, je ne vais pas dire 100%, 90% des viticulteurs de l'appellation adhèrent à une aire et vont remplir et laver le pulvé en sécurité. Et puis, comme beaucoup, on en parlait, on a fait un GI2E qui était sur les enherbeurs, qui était un des premiers GI2E viticoles en France en 2015, où on a eu la chance d'avoir le ministre de l'Agriculture à l'époque qui est venu visiter ça. Ça a mis un coup de projecteur terrible là-dessus. Voilà, ça s'appelle
la communication, mais du coup tout le monde est venu se renseigner. Il n'y a plus de GI2E parce qu'il n'y en a plus besoin, mais maintenant il y a une groupe de 15 ou 16 viticulteurs qui travaillent en permanence sur l'enherbement dans les vignes. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, spontané ou pas. Donc ça a vraiment permis ce partenariat reconnu et avec le gros soutien de l'Agence de l'eau, c'était quand même très intéressant. Et puis, alors on a un petit peu de mal à le voir, mais on est quand même passé en 8 ans, alors si je remontais à 2007, c'était encore pire parce que c'était 300 hectares, mais on est passé à 950 hectares, donc ça c'est les données 2020, de vignes en bio sur l'appellation, sachant qu'il y en a 2000. Et donc depuis cette année, on a 2 autres domaines qui se sont convertis. Un domaine qui a été acheté par un non-bio qui a été acheté par un bio, et on a dépassé les 1000 hectares. Donc on a plus de 50% de l'appellation qui est actuellement labellisée bio ou en conversion. Ça change complètement la dynamique d'un territoire. Regardez les couleurs, regardez les zones, il nous en reste encore. Hein. Alors, pour la petite anecdote là-haut, hein, c'est que ce n'est pas des vignes, c'est un élevage bovin, mais qui est aussi en bio, mais je vous ai mis que les vignes. Ça veut dire que l'appellation Faugère, maintenant, couvre plus de 50% de son territoire par du bio. Et en fait, cette dynamique de boule de neige, pour nous, ça a entraîné d'autres actions locales assez atypiques. C'est-à-dire que on a énormément... On parlait des problèmes des insecticides, c'était très bien d'en parler. En bio, à partir du moment où on est sur de la pyrétrine et qu'on fait 3 traitements obligatoires, flavescence dorée, voilà, les insectes derrière, on n'est pas bien. Et en fait, du coup, on a monté un GEDON qui existait déjà, un groupe d'études et de défense par rapport aux organismes nuisibles sur la flavescence et sur le ver de grappe, parce que quasiment toute l'appellation est confusée sexuellement. Et en fait, maintenant, il y a par commune des groupes qui font de la surveillance. Il nous reste 2 communes à 2 traitements sur 7. Toutes les autres sont passées à 1 traitement et on rêverait bon, il y en a beaucoup qui ne font pas, faut pas rêver, ne traitent pas du tout, mais ils ne le disent pas. Et ça permet vraiment de réduire. En bas, vous avez des exemples d'enherbement. Oui, vous êtes bien dans le Languedoc, dans l'Hérault, sur du schiste avec... on voit même plus la vigne. Et il y a tout un... Ça, c'était une formation avec Mathieu Archambault, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, du pays nantais, qu'on a fait venir. On travaille sur quel enherbement, quelle semence, quel apport, quel type de travail, quelle intervention dedans. Ça permet de développer, et vous voyez les groupes qui travaillent là-dessus. Bon, des chauves-souris, on se met un maximum possible je pense honnêtement que, vu tous nos vieux villages et toutes nos vieilles maisons, elles trouvent quand même relativement de quoi se loger. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au département de l'Hérault, on a un spécialiste de ça, Rodolphe, qui fait ça super bien, qui est passionné. Et en fait, on travaille sur les corridors maintenant, plus que ça. Et donc du coup, c'est vraiment, on ne les met pas partout, mais il y a un suivi derrière. Et puis, quelque chose qui a créé une vraie adhésion, et puis qui a emmené les derniers conventionnels qui n'étaient pas très ouverts, mais vers de l'ouverture d'esprit ou d'amélioration de pratique, on va dire plutôt comme ça, c'est le pâturage dans les vignes. Donc là, nous, le syndicat, on a trouvé un berger transhumant. Donc la particulier, c'est que c'est un herbacier, donc il n'a pas de bergerie, il vit toute l'année dehors avec son troupeau, il a 400 brebis, plus une trentaine de chèvres, et globalement, on lui fait pâturer sur l'appellation Faugère, maintenant un peu plus de 400 hectares de vignes, bio, non bio, plus à côté tous les espaces naturels autour, ou toutes les friches, les bords de forêt, les chemins, les tournières. Il nous passe pratiquement 4 mois au milieu de l'appellation. Quand la vigne débourre, il repart. Et en fait, on va mener une petite étude, ou même on va se faire accompagner là-dessus, parce que bon, psychologiquement et socialement, on se rend compte que ça apporte beaucoup. Les viticulteurs rediscutent entre eux. Le troupeau, il est chez toi. Est-ce qu'ils vont voir le berger? Est-ce que tu passes chez moi? Par contre, on commence à avoir des retours sur je revois sortir des plantes que je ne voyais plus dans ma vigne. J'ai fait 2 grenaches, il y en a un pâturé, pas un pâturé. Je les ai conduits pareil, j'ai 17% de rendement en plus. Le taux de fumure, voilà, c'est en train de
Donc je pense qu'on va se faire un vrai suivi là-dessus, en sachant qu'on est sur d'un engagement gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le berger n'est pas rémunéré pour aller chez les viticulteurs, et les viticulteurs et le berger ne paye pas pour aller chez les viticulteurs. C'est vraiment juste, je veux de l'herbe, je prends de l'herbe, je vous tonds la vigne et les alentours, et puis je vis de la vente de mes moutons. Donc voilà, c'est une démarche vraiment, vraiment fédérateur. Et puis surtout, l'avantage pour nous, c'est qu'on a eu des résultats concrets sur la qualité de l'eau. Vous êtes à gauche en 2007. Alors il y a une petite, je ne sais pas s'il y a la lumière. Ouais, là. Ici, là, vous avez une fameuse ligne qui s'appelle les 0,1 microgrammes par litre, qui est la norme de potabilité pesticides dans les captages. Vous voyez que jusqu'en 2013-2014, on se traînait encore, notamment une molécule qui est la molécule de dégradation de la cymazine et de l'atrazine, et que depuis 2015, on a un bruit de fond. Donc c'est là qu'on mesure l'impact des molécules et des herbicides qu'on a passés quand même. On parle d'un retour de la biodive, comment elle réagit, comment réagissent ces insectes. Nous, dans l'eau, l'atrazine, c'est interdit depuis 1999. On en a encore. Si je vous avais mis l'analyse dans les cours d'eau, c'est du glyphosate et de l'AMPA, donc sa molécule de dégradation, absolument partout. Donc voilà, il y a encore du boulot. Nous, l'avantage là, c'est que voilà, on sait que sur le captage de Muriel, qui était quand même notre captage prioritaire, depuis 2015, on a des traces, on n'a pas de nouvelles molécules qui apparaissent. Par contre, on a réussi à regagner la qualité de l'eau. Donc c'est quand même pour nous, quand vous travaillez dans une collectivité avec des élus qui ont la responsabilité de la distribution d'eau potable, voilà, j'en vois qu'il y a un casse, et que derrière vous misez sur un programme basé là-dessus et que finalement ça sort, je peux vous dire que vous êtes un petit peu soulagé. Pour terminer, je dirais, quelle que soit la collectivité, on a la possibilité de prendre la main sur les questions agricoles et de travailler en partenariat avec la profession, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans nos statuts. On est un syndicat de rivière. On n'est pas une communauté de communes ou d'agglo avec une compétence eau potable. On n'est pas un syndicat de distribution. On est avant tout, moi je dis souvent, on est des gens de l'inondation, quoi. Nos syndicats ont été créés pour ça. Après, voilà, on a su diversifier nos missions. Et puis je dirais, occuper l'espace. C'est-à-dire que finalement, quand on a fait tout ce travail en 2007 sur le terrain, qu'on s'est tourné vers la chambre de l'Hérault, qui me dit, je ne sais pas si on y va ou si on n'y va pas, puis nous, on va pouvoir travailler qu'avec les agriculteurs, pas les collectivités. Comment on va faire pour... Donc tout le monde a été hésitant, les Comcom n'ont pas voulu y aller, les syndicats d'eau potable n'ont pas voulu y aller, les PNR non plus, les pays non plus, personne ne voulait y aller. Bon, on y va, quoi. Donc là, c'est juste la chance d'avoir une structure où le directeur dit oui, les élus disent oui, et puis finalement, ça a aussi permis pour notre syndicat, mais aussi pour le syndicat Faugère, d'être un interlocuteur privilégié auprès de l'agence de l'eau de la région du département, parce que c'était une collectivité, on est une collectivité, et donc du coup, ça a vraiment permis d'obtenir des moyens financiers importants, et puis je dirais de l'animation de territoire, puisque mon poste est financé en partie par l'agence de l'eau. Et puis pour finir, je dirais... tout ça, ça prend du temps et l'énergie de construire, d'élaborer, d'analyser, d'évaluer. Mais je retiendrai surtout, c'est que ce travail de longue haleine sur le territoire, c'est avant tout des relations humaines entre services, entre gens de ce territoire-là, entre vignerons. Si vous saviez le nombre, vous connaissez ça mieux que moi, mais le nombre d'heures de café bu, d'apéro fait, de grillades, on va pas se plaindre, hein. On se fait plaisir dans nos métiers, de dégustation, on parlait tout à l'heure. Si on le fait pas, ça avance pas, quoi. Je dirais, c'est un gros boulot comme ça, mais c'est passionnant. Après, il faut savoir que vous allez laisser de l'énergie, mais que ça vaut le coup, quoi. Et voilà un petit bout de chez nous qui change de chez vous. Voilà. Je vous remercie. Je vais rester avec le tourisme, mais du coup, je serais curieuse de savoir comment vous portez votre tourisme avec le vin par rapport à cette belle démarche au final. En fait, on le porte par la communauté de communes, là par contre, qui a une vraie compétence touristique.
où il y a pas mal de circuits œnotourisme sur le secteur, de communication faite là-dessus. Alors l'avantage, c'est qu'on commence à avoir des... Alors l'œnotourisme en vigne, moi ça me pose un problème par rapport aux pratiques. Parce qu'on parlait des ZNT habitation, je trouve très bien ce qui est fait ici. Vous êtes largement en avance sur nous là-dessus. On va aller faire, on crée un conflit, on veut créer un conflit habitant-agriculture. Par contre, les mêmes habitants, vous leur faites un week-end œnotourisme en plein milieu des vignes, aller faire apéro barbecue, randonnée. Tout le monde oublie les produits. Hein. C'est quand même un truc de dingue. Donc, et il passe un pulvé, ça ne choque plus personne. Donc, le gros avant... Non, mais c'est le cas. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on travaille sur la ZNT habitation, parce que c'est intéressant. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a des zones où là, vous avez 400 hectares de vignes bio. Tout le monde est en bio, par exemple, là, sur cette photo-là. Tout ce que vous avez autour, alors avec des pratiques différentes, mais tout le monde est en bio sur 400 hectares. Donc là, ça vous crée quand même des zones d'un point de vue environnemental qui sont hyper intéressantes. Après, comme souvent, on n'est pas bon dans tout ce qui est développement touristique, valorisation. On commence à le faire, mais on a tout qui est à construire. C'est pour ça qu'aussi cette formation, cette journée est hyper intéressante là-dessus, parce que ça permet de voir tous les leviers ou tout ce qu'on pourrait apporter et valoriser. Et là, je pense qu'on a vraiment à construire une stratégie économique là-dessus, basée par... Et ce qu'on a quand même fait prendre conscience à la communauté de communes qui regroupe ce territoire et à la chargée de mission du développement économique, c'est qu'en fait, le potentiel économique de son territoire, c'est pas la zone d'activité commerciale du petit village à côté, quoi. Quand on a fait de la cartographie, qu'on a sorti le nombre d'exploitations, qu'on a sorti le nombre d'équivalents temps plein, qu'on a sorti... On a dit, qui c'est qui travaille ici? C'est pas les 5 commerces de la zone d'appellation, quoi, de la zone artisanale. Donc là, il y a une espèce de déclic, ça y est, où je dirais l'agriculture et la viticulture est en train de reprendre sa place. Puis le deuxième levier par rapport au tourisme, c'est que ça commence à redevenir un pôle attractif, Faugère, d'un point de vue investisseur. Et ça, c'est pas anodin dans les conversions bio. Je vous explique pourquoi. Il y a 5 ans, il y a un domaine, il me dit, je ne sais pas si je passe au bio ou pas. J'ai dit, il te reste combien avant la retraite? 5 ans. J'ai dit, fais le pari, passe. Les vignes, au lieu de les vendre 15 000 € l'hectare, ils les ont vendues 22 000 € l'hectare. Ils ont mis 2 ans, c'est le domaine du météore, ils ont mis 2 ans pour les vendre. C'est 2 Anglais qui sont descendus, ils ont acheté le domaine. Et là, ils se revendaient des vignes à côté, qui étaient en train de passer en conversion bio, et ils ont été payés 18 000 €, alors que le voisin qui vendait en conventionnel est resté à 12. Donc là, il y a une espèce de deuxième déclic économique qui est en train de se faire, vu nos populations, vieillissement de nos populations agricoles, qui est plutôt basé sur se dire, est-ce que finalement, ce passage-là au bio, où ils sont à 90% près, faut pas rêver, Languedoc, enfin Faugère, le problème du bio, c'est l'enherbement. Milieu, une année mauvaise de temps en temps, mais quand nous, on a une année mauvaise, vous, c'est ici une année normale. J'ai vu tout à l'heure le nombre de traitements en vigne. En moyenne, j'ai fait, nous, cette année, ils ont fait 3 milieux. Et en préventif. Au cas où, il n'y avait rien. On a plus un peu été par l'oïdium, mais donc les 4 kilos de cuivre, je peux vous jurer, ça ne pose pas du tout de problème chez nous. Mais par contre, donc, du coup, c'est l'enherbement. Et le fait d'avoir cette dynamique aussi d'investissement matériel sur le territoire et de formation a fait que même les conventionnels se sont mis dedans. Nous, les conventionnels, ils sont tous équipés quasiment pour gérer l'herbe. Intercept, Giro, machin, ils ont déjà tout. Il faut juste qu'ils passent le cap. Et là, le cap, il est en train de se faire sur des transmissions d'exploitation. Ça, c'est la découverte depuis 1 an ou 2. C'est que finalement, si je vends et que je vendrai en bio, je vendrai mieux. Et donc, c'est quand même... Ou je vendrai plus vite. Là, les 7 hectares de vignes bio, il l'a dit au voisin, le voisin a acheté. Hein. La question ne se pose même pas. Donc, c'est quand même intéressant. Merci beaucoup pour votre présentation et votre témoignage. Moi, je trouve ça vraiment instructif de voir que quand il y a une volonté locale, politique, ou enfin voilà, les choses peuvent bouger. Et alors, il n'y a pas que la volonté, il y a aussi évidemment les moyens financiers. Comme vous l'avez dit, vous avez été aidé par l'Agence de l'eau.
Je suis élue au comité de bassin de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et de ce que j'entends, alors c'est nouveau pour moi, comme mandat, j'entends beaucoup de choses effectivement sur la qualité des eaux qui font peur. Entre autres, la qualité des eaux due aux pollutions diffuses, mais aussi les problématiques de conflits d'usage, etc. Et je sais aussi que, et notamment l'Agence de l'eau, pour les bassins de captage du Grand Paris, de Paris, les agences de l'eau locales préfèrent mettre des moyens pour pouvoir faire passer l'agriculture en bio sur ces zones de captage, plutôt que de mettre des moyens sur la dénitrification. Ça coûte 3 à 7 fois moins cher. Donc, au-delà de l'intérêt pour les viticulteurs, comme on le voit et comme vous l'avez expliqué, cet intérêt économique, c'est aussi un intérêt pour toute la collectivité, pour nous tous qui payons des impôts pour la dépollution des eaux. Donc, je crois que là aussi, tout le monde a y gagné. Et il ne suffit pas de dire que c'est finalement, parce que c'est ce qu'on entend en ce moment, au moment des discussions sur la PAC, c'est le marché qui suffira à payer le maintien à la bio. Eh bien non, voilà, je dis non. Et nous disons non à la FNAB parce que tous ces services environnementaux qu'apporte l'agriculture biologique, ce n'est pas le marché qui peut le payer, et c'est la collectivité, c'est à travers nos impôts finalement, et le fait d'avoir à moins payer de dépollution, ça peut payer et aider les gens à passer en bio. Voilà, donc merci beaucoup pour ce témoignage. Ça montre que des pouvoirs publics ont les moyens aussi de pouvoir aider à ce type de changement de pratique et avec un intérêt pour tout le monde. Bravo également, je suis épaté par la success story que vous venez de présenter, c'est vraiment chouette. Et on voit en plus l'aspect, vous le disiez, c'est 2000 hectares, c'est ça, la force voilà, d'un vignoble, je pense, avec les gens qui peuvent se compter, où il peut y avoir une belle dynamique de groupe. J'avais une question sur les incitations, mais alors vous m'avez un peu refroidi sur la fin, parce que vous l'avez dit au démarrage, faut pas se leurrer, les gens, ils y sont allés au début pour des incitations économiques. Ce qui m'a intéressé de savoir, c'est si aujourd'hui, après tout le travail qui a été fait et le chemin qui a été parcouru, si aujourd'hui c'est toujours des arguments économiques qui les tiennent, ou si en fait ils ont découvert plein d'autres avantages à ce changement de pratique. Vous parliez des échanges avec le berger, des échanges entre eux, des choses qui fait que de toute façon, ils ne reviendraient pas en arrière, quand bien même ça leur coûterait plus. Alors vous m'avez un peu refroidi, c'est sur le fait que tous ceux qui spéculent sur la hausse du prix des terres, donc merci de nous rappeler que l'humain est un peu vénal là-dessus. Mais en tout cas, est-ce que vous voyez d'autres choses qui n'étaient pas forcément évidentes au départ ou qu'on ne voyait pas, mais qui sont ressorties après, qui vont faire qu'aujourd'hui, le système est quand même bloqué, qu'on ne peut pas revenir en arrière, et pas juste pour des questions économiques? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant, depuis 2019, des gens qui sont à la fin de tout dispositif d'accompagnement bio. Donc, c'est commence à être un cap de se dire, est-ce qu'il va y avoir un retour, même si c'est très peu d'aide à la parcelle, est-ce qu'il va y avoir un retour? En fait, non. Ils ont trouvé un fonctionnement ou une habitude, et ils se sont mis dans ces pratiques-là. Tellement que ce qui nous étonne, c'est qu'ils sont de plus en plus pointus sur ce qu'ils veulent faire comme formation pour encore aller plus loin. Pas forcément avec une labellisation, hein, mais j'en ai qui pratiquent de l'enherbement depuis 10 ans, et ils sont toujours en perpétuelle recherche de qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux par rapport à nos vins, etc. Après, ce qu'ils ont vraiment rendu compte depuis 4-5 ans, c'est qu'ils ont largement amélioré leur qualité de vin. Alors ça, par contre, c'est un truc qui ressort. Et que, par exemple, sur la crise, entre guillemets, la Covid 2020, etc., il n'y a pas de stock à Faugères. Tout est parti. Alors, ils ne savent pas valoriser. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Non, mais enfin, moi, j'ai une cave coopérative qui fait du vin bio à 5,60 €, prix public. C'est une tuerie. À 5,60 €. Et ils rémunèrent leurs coopérateurs à 170 une fois payés les frais de cave. Tu leur dis, c'est pas possible. Et donc, du coup, voilà, il y a quand même une réalité. C'est pas tout beau, tout rose, mais ça veut dire qu'ils sont quand même dans une dynamique où le groupe bio est suffisamment gros, costaud, et ça marche, pour que les autres, ils viennent
ou surtout qu'il n'y a pas de marche arrière. Actuellement, c'est la force de ce territoire, ce que je n'arrive pas à faire sur une appellation à côté qui s'appelle Saint-Chinian, qui pourtant pourrait présenter les mêmes caractéristiques. Il n'y a pas d'unité. Là, on est sur une unité. On organise une formation, ils sont 40. Tiens, tu y étais, on organise une soirée, ils arrivent tous. C'est là que tu dis, il y a cette espèce de synergie et le fait de ne pas vouloir revenir en arrière. Maintenant, il faut à nous de construire des nouveaux programmes ou des nouvelles aides. Mais quand je dis aide, on est plus sur du financier. Moi, où ils sont clairs, j'ai un viticulteur à côté, hein, il vendait un vin bio qu'il appelait nature, mais qui n'était pas du tout nature, il le vendait 7 € la bouteille. Ah, extraordinaire. Sans sulfite ajouté. 7 € la bouteille. Je dis, Marc, tu ne vends pas ça assez cher. Il me dit, c'est pas possible. À 10, je ne le vends pas. Ben, tu fais le test. Ben, le problème, c'est que maintenant, il le vend 12. Et il vend tout. Donc, au bout d'un moment, il faut... Pourquoi ? Parce que lui, il a trouvé des consommateurs en direct, des clients en direct. C'est pour ça que je rejoins complètement la présentation de ce matin. On est sur une petite appellation. Hein. Attention, 25 hectos, 30 hectos de moyenne. On n'est pas sur du 100. Et en fait, eux, leur démarche en 2007, pour beaucoup, ça a été, si on n'est pas capable de valoriser économiquement, vu les rendements qu'on fait, demain, on est mort. Hein ? Voilà, on a peu de rendement, de la sécheresse, donc il faut trouver... Après, là, on est en train d'essayer de gratter les derniers, ceux qui ne sont pas encore passés au bio. Et là, on utilise tous les arguments. Et l'argument foncier, c'est une vraie réalité pour des gens qui n'ont pas de successeurs. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement dénigré l'agriculture partout qu'il n'y a pas de reprise d'exploitation. C'est dramatique. Trouver un jeune de 18 ans qui veut s'installer en agriculture, si j'en ai un cette année qui s'est installé parce qu'il prend l'exploitation derrière avec son père, et un il y a 4 ans, mais il n'y a plus personne. Là, on a des superbes exploitations en bio, 15 hectares, magnifique stabilité économique, un EBE, tout tourne. Les 2 enfants, il n'y en a pas un des 2 qui veut mettre le pied à la vigne, quoi. Donc là, on est sur le travail de la reprise. Et là, le bio, sur un territoire comme ça, le bio est un vrai allié. C'est-à-dire que là, ils l'ont vu, ça intéresse des gens de l'extérieur d'investir. Le syndicat joue complètement le jeu là-dessus en disant je vais trouver des caves de vinif, machin, etc., comment je peux m'organiser et compagnie. Là, les communes prennent ça en main et la communauté de communes sur dire nous, on va aller sur des aides à l'installation s'il faut, de mise aux normes, de la cave, de machin, etc. Voilà, c'est aussi un soutien là-dessus, de filière, mais qui n'est plus... j'ai 60% de subvention sur un intercept, j'ai 30%. Pourquoi ils te disent, mais si au lieu de vendre 7, je vends 12, au lieu de vendre 12, je vends 18, économiquement, vu la marge que je dégage, j'ai plus besoin de soutien. Donc, on en est vraiment, ce cap-là, c'est hyper intéressant, mais c'est un peu flippant, quoi, parce que ça marche pas, il faut aller jusqu'au bout. Mais bon, au moins, on est dans cette dynamique, on espère la conserver. Thank you.